Ta caméra, Louisa. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé donc, par Agora Software en partenariat avec FPT Software. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Coralie et je suis Social Media Manager chez Agora Software. Et j'ai avec moi aujourd'hui Monsieur Thierry Grenaud, donc, qui est CEO d'Agora Software, Monsieur Jean-François Duboc, qui est responsable du business développement chez FPT Software, et Madame Louisa Soladi, coordinatrice marketing chez FPT Software. Donc, vos deux interlocuteurs du jour seront Thierry et Jean-François, qui débuteront dans un premier temps par une brève explication, une brève présentation de leurs deux sociétés, et qui ensuite enchaîneront avec l'explication du fonctionnement et de la combinaison des deux solutions, dans le but d'accélérer et d'intégrer plus facilement vos éventuels projets IoT actuels ou futurs. Juste à titre informatif, à la fin de ce webinaire, Louisa prendra la main sur la session de petites questions-réponses et on vous invite pour cela à poser vos questions donc dans l'onglet « Questions » qui se trouve en bas de votre écran. Si vous avez tout autre souci, n'hésitez pas à nous l'écrire dans l'onglet « Chat ». Voilà, donc on va commencer. Je laisse sans plus attendre la parole à Thierry. Oui, bonjour. Je me joins à Coralie pour accueillir bien entendu tous les participants à ce webinaire et particulièrement nos amis de FPT avec lesquels on est particulièrement content de faire un webinaire en commun et de préparer des beaux projets à venir, j'espère. Voilà, donc on va tout de suite partir sur le cœur du sujet. Alors deux mots d'Agora. En fait, le thème d'Agora, c'est la collaboration, c'est de faire interagir des éléments qui sont extrêmement divers, on y reviendra, donc je vais aller vite là-dessus, mais qui peuvent être des capteurs, des données qui viennent de capteurs IoT, des actionneurs, des applications, des utilisateurs. En utilisant deux technologies, le traitement automatique du langage naturel, celui de tous les jours, et également la capacité de monter des scénarios en mode no-code, de manière à ce que les experts métiers aient la main. Agora, en trois mots, Agora, c'est une jeune société qui a 3 ans aujourd'hui, qui est issue elle-même de 2 ans et demi, 3 ans de recherche amont avec des universités en Europe, qui est intégrée à des pôles de compétitivité deep tech en région parisienne et qui opère aujourd'hui en France et au Canada. Technologies clés, on les a rapidement évoquées, traitement automatique du langage, le no-code et une plateforme SaaS à haute résilience sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Jean-François, je vais te laisser la main. FPT est une société qui a été fondée en 1988 et qui est publique depuis 2006. On est une société de services originaire d'Asie du Sud-Est. On a 38 000 employés et on a 20 000 personnes dédiées au développement logiciel. On a des centres de recherche un peu partout dans le monde. On est en France, en Allemagne, en Slovaquie, République tchèque, donc dans tous les pays d'Asie, en Amérique du Nord. Et bon, un portefeuille de clients plus qu'important avec 700 clients qui seront dans 80 de nos 700 clients qui sont dans les Fortune 500. Voilà, une prochaine, Coralie. Voilà. D'IoT, eh ben, on en fait. Alors, FPT en France, c'est là depuis 2008, donc ça fait plus de bien 14 ans qu'on est là. On va fêter au mois de juillet presque nos 15 ans avec notre premier client français. On a exécuté une centaine de projets et un certain nombre dans le domaine de l'IoT. Aujourd'hui, les ressources de FPT en France, c'est 300 ingénieurs qui font du développement logiciel autour de tout ce qui est IoT, développement, analyse de données, visualisation, intelligence artificielle dans différents domaines industriels. Voilà. Alors, je vais reprendre la main. On va parler un peu, là, on va rentrer dans la partie Agora Software. On va décrire la solution et on va, à la fin de cette partie-là, donner plus qu'un cas d'usage, un retour d'expérience récent qu'on souhaitait partager avec vous pour essayer d'être le plus concret possible. Alors, ça, c'est un schéma qui est assez générique, en fait, qu'on peut appliquer sur plein de situations. Ça peut être au sein d'une collectivité, ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans la logistique, où on se retrouve finalement avec des applications cœur de métier
ça peut être son SIRH, une GMAO, un ERP, etc., autour desquels le système d'information est bâti. On va trouver, bien entendu, les équipes, qui peuvent être des experts IT ou des experts métiers, qui vont être des exploitants, qui peuvent être également, je dirais, du public de manière plus générale, de toutes sortes en fonction, bien entendu, du métier dont on parle. On va avoir des partenaires, au niveau des points de vente, on va avoir des partenaires logistiques, on va avoir des fournisseurs avec lesquels il va falloir échanger. De plus en plus d'informations vont remonter de capteurs, de compteurs, d'actionneurs, de trackers, extrêmement variés. Donc, il va falloir également récupérer des informations. Et puis, beaucoup de données peuvent également provenir de l'Internet. Il y a quelques exemples ici, mais on peut multiplier les exemples. Et la problématique qu'on rencontre en général, c'est que tous ces systèmes fonctionnent assez bien, voire très bien, de manière autonome, de manière individualisée, mais fonctionnent en silo. Et quand on veut les combiner de manière simple, eh bien, c'est difficile. Il va falloir faire des développements, il va falloir construire des projets complexes qui vont prendre des mois, si c'est pas plus, manger du budget. Et finalement, quand ils arrivent, ils sont pas forcément parfaitement adaptés aux besoins. Et donc, le métier d'Agora, c'est de construire des ponts très simples entre ces différents éléments. Alors pour faire ça, on va utiliser essentiellement trois choses. La première, c'est une plateforme sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. La deuxième, c'est un studio no-code qui va permettre de définir et de déployer des scénarios métiers qui permettent de combiner toutes les sources de données dont on a parlé tout à l'heure pour prendre des décisions et appliquer ces décisions sur des équipements programmables à travers des API, par exemple, ou vers des équipes et des utilisateurs humains. La deuxième grande fonction, c'est la capacité d'échange, à la fois en notification et en question, directement avec les utilisateurs métiers internes à l'entreprise, les partenaires et aussi des gens qui sont à l'extérieur, qui peuvent être des citoyens si on est dans une collectivité, mais qui peuvent être également des partenaires. On y reviendra dans le retour d'expérience. Et ce, directement sur les outils dont les gens disposent déjà. Et la troisième chose, c'est la capacité d'aller récupérer des informations de toutes ces sources, de pouvoir les mettre à disposition d'une tierce partie ou du client, et également de construire des journaux qui vont permettre de tracer tout ça de manière fine. L'architecture de la plateforme, en deux mots, on ne va pas rentrer trop loin dans la technique, sur un webinaire court. Une plateforme qui est hébergée dans le nuage sur plusieurs plateformes en réalité, sur plusieurs hébergeurs de manière à être résiliente. Si on commence par le bas, cette plateforme va être connectée à d'autres plateformes. Donc, on peut voir Agora comme une plateforme de plateformes, c'est ce qu'on dit parfois. Et donc, on va pouvoir connecter des plateformes d'objets connectés, d'IoT, quels que soient les réseaux finalement à travers lesquels ces objets peuvent être directement connectés. Des applications web, on en a cité quelques-unes tout à l'heure. Des applications métiers. Et donc, on va pouvoir récupérer des données ou échanger des données, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, avec toutes ces plateformes, tous ces silos quelque part. Et puis, si on regarde la partie haute, on va rencontrer les experts métiers qui vont définir les scénarios dont ils ont besoin, puisque ce sont des experts, donc c'est eux qui connaissent les scénarios, à travers le studio no-code. Et puis, les équipes opérationnelles, les gens qui travaillent tous les jours avec l'IT, pour lesquels l'IT est un outil finalement, n'est pas le but en soi, et vont pouvoir échanger des informations, en recevoir, également aller en chercher à travers leurs outils de communication habituels. Donc, toute l'idée est de les laisser à l'intérieur de leur espace de travail de tous les jours. Alors, si on revient une seconde sur les interactions en langage naturel, c'est un point qui nous tient beaucoup à cœur, bien entendu. Elles ont plusieurs caractéristiques. Alors déjà, première remarque, Agora Software possède son propre traitement automatique du langage. On n'a pas réutilisé des solutions qu'on connaît, qui sont par exemple celles de Watson ou celles de Microsoft ou d'Amazon, qui fonctionnent très bien, bien entendu. Et on a pris cette décision pas uniquement parce qu'on voulait faire autrement, parce que ça n'aurait pas eu beaucoup de sens, mais parce qu'on est arrivé rapidement sur le constat que les solutions qu'on trouve aujourd'hui sont des solutions qui fonctionnent très bien, mais sur des sujets extrêmement variés et qui ont du mal, par structure, c'est-à-dire comme elles s'appliquent à un champ sémantique extrêmement large, elles ont du mal à avoir un taux de précision suffisant
pour des applications professionnelles critiques, on est en général assez content d'avoir 80-85% de taux de précision, mais ça suffit pas pour faire des applications métiers critiques. Et donc, on a développé notre propre traitement automatique du langage avec une philosophie complètement, je dirais, miroir, qui est de connaître tout sur rien, ou presque rien. Et donc, on a fait des applications, on va dire des mini traitements automatiques du langage extrêmement spécialisés sur chacune des applications qu'on veut traiter. Et ça permet, ça a deux avantages. Premier avantage, c'est que c'est très rapide, ça permet d'aller très vite. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet d'être très précis, puisque du coup, on peut être, enfin, on sait exactement ce qu'on veut faire. On prendra quelques exemples à nouveau tout à l'heure. Deuxième caractéristique, omnicanal, donc capacité d'aller toucher les utilisateurs, les humains, sur des outils qu'ils ont déjà dans leur espace de travail digital. Alors, si on est dans une entreprise, ça sera la Digital Workplace, ça peut être un Microsoft Teams, ça peut être un Google, ça peut être un Slack, par exemple. Si on est dans un espace plus grand public, alors ça peut être les mêmes personnes qui sont en mobilité, bien entendu. Ça peut être un WhatsApp, ça peut être un Facebook Messenger ou d'autres. Et donc, l'idée, c'est que les gens, on va pas leur demander de changer, on va leur demander juste de continuer de travailler comme ils font d'habitude. Et puis, la troisième caractéristique, c'est le fait d'être multilingue. Alors ça, c'est multilingue, parfois, c'est pas utile. Quand on travaille avec une municipalité, c'est pas forcément nécessaire. Mais souvent, ça l'est quand les clients sont dans des environnements internationaux, voire même, par exemple, pour faire des applications de type e-tourisme, où on va pouvoir adresser, par exemple en France, un grand nombre de visiteurs étrangers en échangeant avec eux directement dans leur langue. Alors les cas d'emploi, je vais aller vite parce que je vais me concentrer sur le dernier, je ne veux pas prendre trop de temps. On va trouver des cas d'emploi en agriculture, par exemple, pour aller piloter une ferme hydroponique ou des systèmes d'irrigation en allant chercher des informations sur des capteurs qui vont donner des métriques physico-chimiques, par exemple, et aller piloter, je ne sais pas, par exemple, des systèmes d'irrigation, des systèmes de diffusion d'humidité, de chauffage, de ventilation, de manière automatique. On va pouvoir également travailler dans des industries, avec, là j'ai un cas qui me vient en tête, par exemple, dans une laiterie, où on va pouvoir échanger des informations de qualité à travers des automates programmables, des informations de température, échanger ça avec une GMAO pour savoir quand est-ce qu'il est possible ou nécessaire de faire des maintenances correctives ou préventives, et puis de gérer également les échanges avec les équipes de maintenance, mais également le management et les équipes de production. Il y a souvent, par exemple, dans les usines, on constate qu'il y a souvent un gap entre les équipes de maintenance et les équipes de production. Ça paraît évident qu'elles doivent se synchroniser. Dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Qualité de l'air. Alors ça, c'est un sujet qui a été très à la mode cet hiver. Bien entendu, il y a des tas de systèmes qui remontent des données de qualité de l'air, qui fonctionnent très bien. Donc l'idée n'est pas de les remplacer, mais d'aller plus loin, par exemple, d'aller combiner différents types d'informations pour avoir des informations plus riches, bien sûr, mais également pouvoir échanger avec les gens. Alors là, on est dans une école, ça pourrait s'appliquer dans tous les lieux publics, mais pour pouvoir échanger avec les responsables, alors peut-être le professeur, peut-être le concierge de l'école, et lui dire là, attention, le seuil, il est vraiment trop haut, il faut ouvrir la fenêtre. Je peux vous dire que dans la vraie vie, ça arrive très souvent. Et donc, toujours pareil, l'idée est de faire participer des utilisateurs humains à des process, parce que quelque part, on sait très bien que l'automatisation totale, ça suffit pas, voire souvent, c'est pas nécessaire. Et il vaut mieux faire participer les gens et leur bon sens. Bâtiment intelligent, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on voit tout de suite ce qu'on peut faire avec. Pilotage d'ouverture, pilotage de lumière, arrosage, etc. Un thème que je ne vais pas trop détailler, mais qui nous tient également beaucoup à cœur, c'est le maintien à domicile. On peut utiliser, il y a beaucoup de données qui sont déjà disponibles, et en les combinant de manière astucieuse ou assez riche en tout cas, on va pouvoir en déduire des informations sur l'état de santé d'une personne qui pourrait être isolée ou fragile, par exemple en regardant la consommation d'eau le matin, en regardant le niveau de CO2 s'il y a eu un capteur chez elle, savoir s'il y a des absences programmées. On peut trouver comme ça une vingtaine de sources de données. Et en les combinant de la bonne manière, on va pouvoir
en déduire une situation, éventuellement échanger en langage naturel directement avec la personne qui va dire non, non, tout va bien, bon, ok. Ou si jamais elle ne répond pas, pouvoir éventuellement prévenir un proche, voire un service d'assistance. Donc, encore une fois, là, l'idée, c'est d'aller combiner des données qui vont venir d'Internet, pourquoi pas, s'il y a une alerte canicule, par exemple, ou une alerte grand froid, qui vont venir de capteurs comme un compteur d'eau, qui est un très bon capteur du fait de savoir si les gens se sont levés le matin, ou des capteurs, bien entendu, si les gens sont équipés, qui vont être dans leur domicile, ou des équipements qu'ils peuvent porter au poignet, autour du cou. Enfin, il y a plein de données différentes. E-tourisme, je ne vais pas aller vite dessus. Peut-être juste attirer votre attention sur la partie droite de la slide. Souvent, on nous demande, ça ressemble à quoi le produit? Vu d'un utilisateur final, ça ressemble à rien, puisque notre produit, il s'efface sous l'interface que les gens ont l'habitude d'utiliser. Ici, c'est quelqu'un qui se connecte. Alors, hop, ça ne veut pas rester. Je ne sais pas pourquoi ça défile. Il ne veut pas rester. On est sous un scénario où une personne va chercher une pharmacie de garde, mais elle va le faire depuis, à travers le site de la ville. Elle va le faire directement depuis son interface conversationnelle. Ici, c'est une interface Facebook Messenger. Donc, Agora a disparu, on a le logo de la ville et on est sur Facebook Messenger. Optimisation énergétique, là, c'est le cas que je vais détailler. Je vais aller droit au but, en fait. Donc, le cas que je vais vous montrer est un cas récent, réel, dont la première phase vient de se terminer, dans une grande ville de la région parisienne. Où le but, c'est de voir c'est d'abord de mesurer le potentiel de décarbonation d'un certain nombre de bâtiments, et puis ensuite, bien entendu, c'est d'appliquer les règles une fois qu'on sait sur quel bâtiment on va vouloir les appliquer. Donc, on va trouver sur la partie gauche du schéma les gestionnaires du bâtiment. Ici, c'est la ville qui est responsable du patrimoine, qui, elle, connaît ses bâtiments, qui connaît ses objectifs. Et puis sur la droite, on a le fournisseur d'énergie, éventuellement le fournisseur de chauffage, ça va dépendre un petit peu des contrats de service qui ont été montés. Agora, elle, va se trouver un peu en interface et va récupérer des données dans les capteurs de température, capteurs de CO2, ou des informations sur la météo externe, etc. Et va pouvoir construire première information qui est un cockpit qui va permettre de voir très rapidement où les choses fonctionnent ou pas, éventuellement envoyer des notifications vers le gestionnaire du bâtiment, faire un suivi de SLA, c'est-à-dire gérer la relation entre le fournisseur et le gestionnaire de bâtiment également. Et puis, vu du fournisseur, on va pouvoir lui envoyer des notifications, notamment si c'est le fournisseur qui est chargé du chauffage, donc de fournir la bonne température au bon moment, et éventuellement directement des consignes de température qu'on va pouvoir soit envoyer à travers le fournisseur ou directement sur l'équipement de chauffage, en fonction de la situation. Alors, si on regarde un peu les résultats concrets, donc on est sur des rapports réels. Donc, on a l'étude portait sur 3 bâtiments, un musée, un groupe scolaire et un centre technique. Donc, on a équipé de capteurs avec l'équipe de la ville. On a décidé une période de relevée de 30 minutes. Ça a duré pendant tout l'hiver, donc 3 mois de décembre à février, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a mis ça en place. On a mis un cockpit en place qui va permettre tout de suite de savoir où est-ce qu'on dépasse les objectifs le plus souvent, de manière à se concentrer là où c'est utile. Ça, c'est les deux blocs de gauche de la slide. Et si on va sur les blocs de droite, ça a permis de faire 2 choses. Première chose, de détecter des anomalies chroniques, dépassement de CO2, par exemple, dans des salles de classe. Là, je n'ai pas de schéma là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais voilà, ça permet de voir ça tout de suite. Des problèmes de pilotage également dans certains endroits où on avait des dépassements de température extrêmement bizarres, ou des pilotages de consignes qui ne se modifient pas le week-end ou pendant les vacances scolaires, etc. Donc là, on voit qu'on a des choses à faire de manière assez simple. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui est peut-être, les deux sont intéressantes, mais qui elle est un peu plus stratégique, c'est calculer les économies accessibles. Si on pilote mieux, combien on va gagner? C'est quand même un élément très fondamental parce que c'est pas la peine d'optimiser là où on va gratter 1 ou 2%. Et donc, ce qu'on est capable de faire, c'est aller mesurer. Donc, on voit la courbe verte qui est en bas, c'est la température extérieure.
Donc là, elle était entre moins 3 degrés et plus 5 degrés. Voilà. Et puis la courbe rouge, c'est la température intérieure dans un des endroits où on avait mis un capteur. Quelque part, l'énergie, c'est la surface, hein, la courbe grise qui est entre les deux, ben c'est la quantité d'énergie qu'on a injectée pour monter la température entre la température extérieure et la température intérieure. La courbe verte, c'est une consigne qui paraît raisonnable. Alors, elle est un peu moins dure que l'ADEME. Si on va dans l'ADEME nous dit s'il y a plus que 48 heures inoccupées, il faut descendre la consigne à 8. Bon, là, pour l'instant, on l'a pas fait. Quand il y a personne, mettez 16, et quand il y a quelqu'un, mettez 19. On a laissé 20. Bien entendu, tout ça, ça peut se changer. Et la partie blanche, qui est au-dessus finalement, qui est en dessous de la partie rouge, en dessous de la courbe rouge et au-dessus de la consigne verte, quelque part, c'est l'énergie qu'on va pouvoir économiser avec une consigne qui soit pilotée de manière plus souple, un peu plus dynamique. Et si on regarde les résultats, eh bien, deux résultats finalement à l'issue de cette étude. Deux stratégies de pilotage dynamique ont été retenues. Première, c'est d'avoir un calendrier. Alors, un calendrier Outlook ou Google, ça va très bien, hein, il n'y a pas besoin de faire des choses complexes. Ce calendrier va pouvoir s'interfacer avec Agora, qui va pouvoir ensuite piloter le chauffage, ou les systèmes de chauffage, ou le partenaire. Avec simplement 3 tâches répétitives, on peut piloter un calendrier pendant un an. C'est extrêmement simple à faire. Et puis, éventuellement, affiner ça avec un détecteur de présence. C'est pas la peine, s'il y a personne dans une salle, peut-être on peut laisser la consigne à 16, c'est pas très grave. Sans rentrer dans le détail, un capteur de CO2, c'est un très bon capteur de présence également. Et puis le deuxième résultat, c'est l'évaluation précise, robuste en fait, hein, on a plus de 200 000 points de mesure, du potentiel d'économie de chaque bâtiment, où en gros, on a montré que dans le musée, on ne pouvait pas gagner grand-chose. C'est un musée qui a été refait récemment, il est bien régulé. En fait, il est régulé à 19 degrés quoi qu'il arrive, puisqu'il y a des collections anciennes assez précieuses, et donc les gens ne veulent pas sortir de cette plage au 19. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'économie, c'est comme ça. Par contre, sur le centre technique et sur le groupe scolaire, eh bien, on a pu estimer le potentiel d'économie en pourcent, en kilowattheure, en tonnes de CO2 et également en argent. Donc le tableau se dit tout seul, je pense. Et on a fait une estimation de ROI, parce qu'on va passer bientôt sur la phase de pilotage. Et on arrive à un ROI assez important sur 3 ans. Alors dans la vraie vie, on verra de manière concrète. S'il fait beaucoup plus froid, bien sûr, le ROI sera meilleur. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est suffisamment loin de zéro pour être sûr qu'on aura un très bon ROI dans cette épreuve. Ce qu'on constate également, et je terminerai là-dessus, c'est que si on se rappelle du décret tertiaire, il faut gagner 40% d'ici 2030, et avec un pilotage intelligent sur ces 2 bâtiments-là, et on espère pouvoir l'étendre sur de nombreux autres bâtiments, eh bien, on va pouvoir gagner plus de la moitié, peut-être les 2 tiers, juste en faisant un pilotage, on va dire intelligent, mais qui est relativement simple. Voilà. Bon, je vais rester là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé et je vais laisser maintenant la main à Jean-François. Merci Thierry. Donc je vais prendre la suite et je vais expliquer un petit peu ce que nous on fait en règle générale et comment on se met dans le partenariat. Donc FPT, on est une grosse structure, on a de l'accent dans l'automobile, dans la santé, dans la smart city. On a un certain nombre de gros partenaires dans le domaine de l'IoT qui sont Siemens, Predix, Azure, AWS. Mais tous ces gens-là arrivent avec des plateformes qui sont quelque part très très grosses, très industrielles, qui demandent des mois de mise en place. Enfin, les POC deviennent très compliqués. Et en fait, je vous montrerai un use case à la fin qui est notre bureau à plutôt. Avec Agora, en une demi-journée, on est capable de mettre, une fois que les capteurs sont opérés avec l'opérateur, une demi-journée, on est capable d'avoir déjà de la télémétrie qui marche et d'avoir déjà des résultats de mesure. Ce qui est intéressant, et c'est ce que Thierry a montré et ce que nous on fait, c'est qu'une fois qu'on a la télémétrie, une fois qu'on a les données, bah, c'est là où va venir la valeur du système IoT. Il va falloir, il va falloir utiliser ces données, analyser ces données.
Donc nous, FPT, où on est, quel que soit, je dirais, le système de télécom, on va plutôt se retrouver donc ici, au-dessus de la plateforme, donc récupérer les données viennent, qui viennent du terrain, les intégrer, les analyser, et à partir de là, donc on va renvoyer, pour ceux qui contrôlent les systèmes, des informations qui les intéressent, et puis aussi renvoyer des systèmes de contrôle. Donc je vais vous présenter quelque part un certain nombre de use cases. Mais nous, notre boulot dans l'IoT, c'est vraiment d'utiliser les données, de générer de la valeur à partir de ces données. Voilà. Donc, un premier exemple, par exemple, sur lequel on a travaillé, c'est un exemple qui a été fait pour la ville de Jakarta, la capitale indonésienne. Là, on a automatisé en fait la gestion de l'éclairage. Alors, on a commencé avec un certain nombre de centres commerciaux, mais ça a été aussi déployé dans les bâtiments publics de la capitale indonésienne. L'idée, en fait, ça consiste à allumer et éteindre, à changer la couleur des ampoules dans tous les bâtiments publics. C'est très fréquent. Nous, on est basé à Puteaux le soir, quand on passe autour de la Défense vers 10h30, 11h, il y a encore des tours entières qui sont partiellement allumées. A priori, à 11h du soir, il n'y a pas grand monde dans les bureaux. Donc l'idée là, c'était vraiment à partir d'une interface toute simple, mélanger de la détection de présence, mélanger un calendrier. Par exemple, les boutiques ferment à 10h, les cinémas ferment à minuit. Donc quand vous avez un immense centre commercial avec un cinéma, il n'y a pas forcément besoin d'allumer toutes les allées où personne ne va aller, mais de garder illuminées les zones où il reste encore de la présence, et donc d'utiliser en fait à la fois le calendrier, d'utiliser à la fois la commande vocale pour pour éclairer ou pas un certain nombre de bâtiments. Bon, alors là, au niveau hardware, c'était des ampoules qui étaient fournies par Philips Lighting. Et là, typiquement, avec Agora, on pourrait, sur ce genre de choses, connecter quelques ampoules, se connecter à Alexa, et puis voilà, on a le système qui est en place très rapidement. Un autre projet, un autre exemple de projet que l'on a fait, c'est l'irrigation. Donc ça, aujourd'hui, utiliser de l'eau, c'est quelque chose qui est de plus en plus. Enfin, l'eau est une ressource précieuse. On est aujourd'hui là en France, dans tout le sud-est et du côté de la frontière espagnole, déjà dans une situation de stress hydrique très important. Globalement, il faut utiliser l'eau à la fois pour que la plante grandisse, parce qu'il faut produire, mais en même temps ne pas gaspiller l'eau. Et il faut aussi connaître en fait les prévisions météo, l'humidité, la pluie qui est attendue. Donc en fait, on n'a pas un système qui est monolithique. Ce que l'on voit dans tous les systèmes IoT que l'on développe, que l'on déploie, c'est que l'IoT, c'est quelque chose qui est fondamentalement hétérogène. Les prévisions météo peuvent venir de stations météo que vous avez déployées, qui vont vous donner une granularité assez fine. Ça peut venir aussi de la météo nationale, des organismes météo, et vous allez devoir corréler ça avec quelle est l'humidité dans votre champ. L'humidité dans un champ, ça dépend globalement du terrain, de sa pente, de la qualité du sol. Donc, il n'y a pas forcément de loi universelle, de loi immédiate qui va s'appliquer. Là, sur la photo, on a un champ qui est en pente. Donc, on va avoir beaucoup plus d'humidité dans le bas de la pente qu'en haut de la pente. Ça veut dire que quand on va faire un système d'arrosage, il va falloir adapter le système d'arrosage à la géographie. Des exemples d'arrosage très compliqués, par exemple, c'est les vignobles qui sont sur des coteaux, avec des coteaux plus ou moins exposés au soleil, avec des routes qui se baladent dans les coteaux qui viennent casser l'écoulement des eaux. Enfin, on peut avoir des problèmes très, très compliqués. Et donc là, on a à la fois la mise en place des capteurs, il faut réfléchir à à la bonne mise en place des capteurs, et puis après, corréler toutes ces informations-là. Et encore une fois, avoir une solution très simple comme Agora qui permet d'avoir de la télémétrie en quelques heures, ça permet de déployer un POC qui va être très efficace pour un déploiement après industriel. Là, un exemple très compliqué,
et qui s'appliquerait parfaitement à Agora. On a développé, alors PT, je l'ai dit au début, est une boîte qui vient d'Asie du Sud-Est, hein, on vient du Vietnam. On a développé un démonstrateur dans la capitale vietnamienne complet, dans lequel on a à la fois la qualité de l'air, la qualité de l'eau et l'état du trafic, qui sont des problèmes endémiques et très importants dans la capitale du Vietnam. Donc là, on a déployé, alors c'est en LoRa, mais bon, ça aurait pu être en cellulaire, si le réseau en lui-même n'est pas forcément l'élément critique là. Et donc, on a déployé à la fois des stations pour mesurer la qualité de l'air, à la fois l'état du trafic et la qualité de l'eau qui est distribuée. Donc, on a été un peu plus loin parce qu'on avait fait aussi avec une société locale la partie hardware. Mais voilà, il a fallu faire un step qui récupère toute la télémétrie et en même temps, donc binander toutes ces données. Alors, un exemple stupide, mais là-bas au Vietnam, on vit sous de la mousse, donc 6 mois de saison sèche, 6 mois de saison humide. Et on va avoir, en fonction de la météo, bah, quand il pleut jamais, par exemple, les poussières, la pollution s'accumule. Quand l'orage arrive, on a un nettoyage immédiat pendant 1 heure et demie. C'est un grand bol d'air qui arrive, et puis après, le trafic, etc., remet en place la pollution. Donc là, il faut être capable de combiner en fait toutes ces infos-là pour pouvoir reporter des informations intéressantes pour les usagers et pour les gens qui gèrent la ville, le trafic, etc. Quand on va mettre en place des restrictions de trafic par rapport à la pollution, par exemple, il faut être capable de combiner toutes ces informations-là. Et c'est ça qui est intéressant, encore une fois, avec Agora, c'est de pouvoir connecter tous ces systèmes qui sont déjà existants et ne pas refaire un système global. Alors, un autre cas encore. Donc là, la maintenance préventive. Euh, Dans le domaine industriel, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. La maintenance préventive, c'est à la fois de la donnée immédiate. Est-ce que mon installation industrielle, la température est trop haute? Est-ce que si j'ai un problème là? Non. Mais c'est aussi de l'analyse de données sur le temps, parce que bah, des moteurs, ça s'use, des pompes, ça s'use, des machines, ça s'use. Est-ce que ma machine va avoir besoin d'une opération de maintenance à un moment précis alors qu'elle doit être utilisée? Euh, Par exemple, quand utilise de la casse-sucre pour faire du sucre, la production sucrière, elle est fondamentalement saisonnière. La canne à sucre arrive à un moment bien précis dans l'année, et c'est à ce moment de l'année qu'il va falloir que les machines, elles marchent. Donc, il va falloir, en fonction de ce que reporte la télémétrie, ce que nous reporte aussi l'histoire, les jumeaux numériques quand on en a, être capable de dire, ah mince, ma machine, elle va être en maintenance au mois de juillet pendant que je fais la moisson. Là, il va y avoir un problème, et donc anticiper les opérations de maintenance. Ce qui est intéressant dans ce problème-là, c'est à la fois donc la donnée temps réel qui va nous donner un état de la machine ou de l'équipement à l'instant T, mais aussi d'être capable de tracer ce qui s'est passé avant et d'envisager l'avenir pour pouvoir donc faire les opérations de maintenance avec un moment au moment opportun. Donc, on va avoir donc de l'intégration de données avec du temps réel, mais il va falloir aussi ramener ça vers de la mathématique, de la data science, pour vérifier en fait que ça se passe. Et là, on a besoin en fait d'une plateforme qui sert à la fois de concentrateur, de portail, et qui permet d'exporter facilement les données vers une solution extérieure. Un dernier cas, parce que c'est l'époque que l'on a fait avec Agora. Donc, on a mis le système dans notre bureau à Puteaux, on l'a déployé en un peu moins d'une demi-journée. On a un objet qui est un capteur de température et de CO2, de qualité de l'air. On l'a mis en œuvre en 2 heures. Donc, rapidité très très forte, avec des messages qui sont envoyés sur Teams. En fait, tous les gens du bureau peuvent savoir si on respire de l'air et quelle est la température. Euh, on a fait quand même une analyse assez intéressante sur tout l'hiver. En fait, en arrêtant le chauffage le vendredi soir, on n'a pas un chauffage contrôlé automatiquement, on le contrôle manuellement, mais en arrêtant le chauffage le vendredi soir vers 18 h quand on part,
il fait encore 19 degrés le dimanche soir. Et en fait, voilà, on arrête le chauffage maintenant le jeudi soir et le samedi matin, il fait encore 19 degrés. Et donc, en fait, on peut chauffer les locaux 4 jours sur 5. Et globalement, on retombe sur ce que Thierry a expliqué dans le dernier use case. Hein. En 2 heures, avec 2 capteurs, on arrive à économiser sur un bureau où on peut 20 personnes, 20% du chauffage. Ce qui est tout sauf négligeable. Hein. C'est, comme le disait Thierry tout à l'heure, on doit réduire de 40% d'ici 2030 nos émissions de CO2. Alors, je ne suis pas capable de vous dire ce que représente le chauffage dans notre activité FPT dans notre bureau à Paris, mais globalement, voilà, en 2 heures, on a été capable de mettre en place un petit système et avec une économie sur le chauffage de l'ordre de 20% sur toute la saison hivernale. Voilà. Et Louisa, maintenant, c'est à toi pour les questions. Bon, merci beaucoup Thierry et Jean-François pour vos présentations. Très intéressantes, toutes ces informations et tous les cas. On a quelques questions des participants. La première, c'est de Julie Madavi. Est-il possible d'externaliser la base de données? Je vais prendre cette question. D'accord. Alors oui, l'ensemble des mesures qui viennent des capteurs ou des différents systèmes qui sont interconnectés peut être stocké bien entendu dans une base de données qui est associée à la plateforme Agora, mais peut également être externalisé à travers une API très simple à utiliser qui va permettre, alors soit pour des questions de réutilisation dans des systèmes plus ouverts ou des systèmes qui ont besoin de s'interconnecter sur plus de choses que uniquement ce qui est sur la plateforme Agora, soit pour des questions réglementaires, par exemple, de localisation des informations. Donc, on va pouvoir pousser ça sur une base de données qui sera extérieure à la plateforme Agora. D'accord. Nous, on fait ça de façon régulière sur tous les projets que l'on fait. Dès qu'on va garder de la donnée dans le temps pour faire de l'analyse, il y a un nombre important de données qui peuvent ne pas être, qui vont pas être importantes. Par exemple, quand on a de la télémétrie sur des champs qui mesurent de l'humidité, si c'est un champ de blé au mois de janvier où il n'y a rien dans le champ, toutes ces données-là ne servent à rien. Donc en fait, ce que l'on voit, c'est que les gens récupèrent leurs données de télémétrie et après, derrière, ils font du nettoyage de ces données et ils vont essayer de garder des données qui sont pertinentes. Donc en fait, les données, on va jamais les laisser. Le stockage de données, quand on produit des térabytes de données tous les ans, il faut le réduire, à la fois pour un besoin de coûts de stockage et aussi de coûts énergétiques. Et donc, données, on va les exporter, et on peut les exporter dans le cloud, on peut les exporter on-premise. Après, c'est un connecteur dans la plateforme qui permet d'envoyer ça dans la bonne base de données. La question suivante, c'est de Benjamin Rubin. Où sont localisés les serveurs et les données chez Agora? Donc, c'est une question pour Thierry. Alors, les données sont-elles stockées par la solution? Alors, je pense que sur les données, on vient d'y répondre en réalité. Sur la plateforme, alors je vais juste répondre en deux temps, peut-être rappeler que on est une plateforme de plateforme. Donc on va venir connecter, par exemple, des objets à travers, prenons la plateforme d'Orange, l'IObject, la plateforme l'IObject, elle est hébergée probablement dans les data centers d'Orange. On va connecter des utilisateurs à travers MS Teams. La plateforme MS Teams, elle va être localisée dans les data centers de Microsoft, etc. Alors, donc ça veut dire que les données et les plateformes, elles sont là où elles sont. En ce qui concerne Agora elle-même, donc cette plateforme d'interconnexion quelque part, actuellement, on est hébergé en France. On a des plans pour également pouvoir être hébergé en Amérique du Nord et en Asie, mais pour l'instant, on est en France, hébergé sur 3 data centers différents, tous de droit français et en France, et en mode de redondance, de manière à ce que s'il y en a un qui a un incident majeur, comme on a pu en connaître il y a à peu près un an, il n'y a pas d'impact sur le service. Très bien. Après, la question suivante, c'est combien de temps faut-il pour déployer les solutions sur un bâtiment, par exemple?
François, je te laisse peut-être. Oui, moi, je prends l'exemple de notre bureau. Donc, on a 3 salles de réunion et open space. On déplace le capteur, mais globalement, on a eu un capteur qui était connecté en un quart d'heure. On avait notre premier capteur qui était là. Et en 2 heures, on avait des mesures de température et des messages SCIM qui étaient envoyés à 4 personnes. Les 4 personnes étaient les 4 personnes présentes, mais en 2 heures, on pouvait avoir le Shell site au courant de ce qui se passe pour la qualité de l'air, la température, le responsable du ressources humaines, une personne du HSE et du CSE, et voilà, c'était fini. Évidemment, ça va dépendre de la taille du bâtiment. Si on prend une tour qui fait 80 étages, ça va être beaucoup plus long qu'une école dans laquelle il y a 4 classes. Mais globalement, en une demi-journée, vous avez un POC qui tourne avec de la télémétrie qui vous donne déjà des infos. Donc c'est ça la beauté de la solution, c'est qu'en fait, on est capable d'avoir un système qui est en place tout de suite et à partir de là, commencer à faire de l'analyse des données et de voir ce qu'on peut faire de ces données et générer de la valeur de ces données. Après, si vous voulez faire de l'analyse énergétique sur un bâtiment, vous n'allez pas le faire en une demi-journée. Hein. La courbe qu'a montré Thierry et ce que nous, on a pu montrer sur le chauffage de notre bâtiment pendant l'hiver, en moyenne, on a toujours 19 degrés le dimanche matin. Les week-ends où il a fait très très froid avec les épisodes de gel, l'inertie thermique du bâtiment, elle est là, il faisait pas 19 degrés le dimanche matin, il faisait beaucoup plus bas. Donc, en moyenne, sur les 3 mois de l'hiver que l'on a eu cette année, on sait qu'on peut à peu près économiser vers 100 du chauffage. Si on avait eu un hiver très très froid avec des épisodes de gel beaucoup plus longs, la courbe aurait été plus basse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable de mettre, je dirais, dans une école, dans un bâtiment, des bureaux, etc. En une demi-journée, on va être capable de mettre un projet pilote. Voilà. Ça, c'est un premier point. Et après, on va avoir, suivant un bâtiment plus ou moins important, un campus universitaire, une tour, un centre commercial, ça va se passer sur quelques jours pour couvrir complètement un système et avoir des données qui remontent. Après, partie analyse, c'est là où on va avoir, je dirais, beaucoup plus de choses à faire. C'est qu'une fois qu'on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait? C'est qu'est-ce qu'on veut corréler comme données? Est-ce qu'on veut corréler la météo, les mesures que l'on peut avoir, l'inertie thermique, etc. Est-ce qu'on fait simplement de la télémétrie et dire, bon, bah là, il fait 18 degrés, il n'y a personne, je coupe le chauffage? Ou est-ce qu'on veut mettre en place un système plus ou moins automatique en fonction d'un calendrier, en fonction des présences et quand, comme si on, par exemple, les gymnases, les la nuit, il va travailler aux heures d'ouverture des écoles, il va travailler le mercredi, le week-end quand il y a des événements sportifs. Et pour que l'événement soit confortable, il va peut-être falloir augmenter le chauffage un petit peu en avance. Le calendrier scolaire, il est connu. Le calendrier des événements sportifs, il est aussi connu. Et puis après, il y a des événements, des kermesses, etc., qui peuvent utiliser le gymnase. Donc, il faut avoir aussi cette capacité de jouer le calendrier, différents calendriers, les grands événements qui vont se passer pour mettre en place le système. Très bien. Ok. Après, Alexis Doré demande, le programme de maintenance peut-il transmettre une liste de travail, tâches spécifiques par utilisateur? Alors, j'essaie de bien comprendre la question. Alors oui, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait à partir du scénario no-code. Donc on va définir la condition de déclenchement qui dit, ben voilà, si tel événement arrive, voilà ce qu'on va faire. Donc effectivement, le déclenchement, l'action finalement, elle peut être globale en disant on va prévenir tout le monde, ou elle peut éventuellement être en fonction de, on peut faire des scénarios assez complexes, en fait, enfin complexes, assez détaillés, c'est peut-être le mot est plus précis. Voilà, si c'est tel événement, alors prévenir telle personne, si c'est tel événement, alors prévenir telle personne. On peut aussi,
alors ça peut dépendre des situations, mais en disant on va prévenir le système de GMAO en lui passant une information qui va dire voilà le niveau d'importance de l'incident, l'endroit bien sûr de l'incident, etc. Et la décision de savoir qui prévenir et qui faire intervenir peut être prise également au niveau du système spécialisé de GMAO, si c'est un système de GMAO. Donc là, ça va dépendre de l'intégration, d'où l'importance de l'intégrateur, bien entendu, qui va dire en fonction de la situation, en fonction du besoin, voilà comment on va faire. Juste pour dépiler la question, la réponse est oui, c'est possible. Après, il faut voir si c'est la meilleure façon de faire ou pas, en fonction de la situation. J'espère qu'on a répondu à votre question, Alexis. Alexis, pour compléter la réponse, nous, ce que l'on fait pour un fabricant d'avions, on fait des applications de maintenance préventive. Chaque fois qu'un avion atterrit, on récupère un certain nombre de données. Ces données sont analysées. Et en fonction de ça, en fait, sur la motorisation, on va ressortir un certain nombre de choses. Et ces choses-là, alors là, on sort totalement de la plateforme IoT, en fait. Ce que l'on mesure, en fait, on va le comparer aux informations qui viennent des données constructeurs. Donc, le donné constructeur, a priori, il connaît ses moteurs d'avion et il fait des recommandations. Et en fonction de ça, on est capable on a un modèle qu'on appelle un jumeau numérique et on est capable, en fait, de corréler toutes les infos. Donc, la télémétrie qui donne la santé du moteur quand l'avion atterrit, l'historique du moteur aussi, qu'on garde la télémétrie dans la télémétrie qui est stockée, et puis le programme de maintenance théorique. Le tout est, je dirais, ingurgité dans un jumeau numérique. Et en fonction de ça, on va avoir des recommandations qui sont pour je dirais, la personne qui exploite l'avion. Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il doit faire. Après, à charge pour l'avionneur, je dirais, pour la compagnie aérienne, de gérer ça en fonction de ses prévisions de trafic. L'idée derrière, c'est la sécurité et aussi ne pas avoir des opérations qui sont immobilisées en maintenance quand les gens partent en vacances. Voilà, c'est... Ok, très bien. Ensuite, Anouar demande, est-il possible avec votre solution de piloter le chauffage via Messenger ou autre? Je vais peut-être répondre à cette question. Alors oui, c'est une bonne question. On n'a pas eu le temps de rentrer beaucoup dans le détail, mais bien entendu, pourquoi il y a un traitement automatique du langage, c'est que c'est pas uniquement des notifications. On n'a pas besoin de faire du traitement automatique du langage pour envoyer des notifications en langage naturel. Là, on en a besoin, c'est pour comprendre le message. Et de la même manière que tout à l'heure, j'ai montré très rapidement un écran Messenger qui permettait de trouver la pharmacie de garde en fonction de l'endroit où on est. On peut également, alors en fonction des droits, bien entendu, que le chef de projet a alloué à chacun, soit poser des questions, quelle est la température à tel endroit, mais soit piloter en disant, change la consigne, et la consigne maintenant c'est 19 degrés. Et donc le système de traitement automatique du langage va comprendre la phrase, qui est vraiment exprimée en langage naturel. Ce sont pas, on vous demande pas d'apprendre par cœur des mots-clés, des choses comme ça. Vous l'exprimez comme si vous l'exprimiez à quelqu'un. Si on comprend pas, ce qui peut toujours arriver, ce qui arrive pas, j'espère pas souvent, mais on vous demandera de répéter. Donc, un peu comme dans la vie, si vous posez une question à quelqu'un qui ne comprend pas, vous répétez. Elle sera analysée, normalement avec un grand taux de précision, et la commande sera appliquée. Donc, on peut voir ça comme un système de communication généralisée à laquelle on a à la fois des objets, à la fois des éléments qu'on peut piloter et à la fois des êtres humains. Le capteur que l'on a dans le bureau, on peut lui poser une question qui sont simples, qui sont donne-moi la température, donne-moi le CO2, et le capteur on peut créer dans des interrupteurs. Et cet interrupteur, il peut ouvrir ou le fermer. Après, c'est juste l'API qui va aller parler avec un protocole quelconque de type MQTT, COAP, ce qu'on veut, à un commutateur électrique, allumer ou fermer quelque chose. Donc aujourd'hui, dans un système d'arrosage, par exemple, on sait piloter un système d'arrosage à distance.
la commande que l'on va rentrer dans Agora, c'est ouvrir un robinet. On va lui dire comme ça, alors avec un nom de robinet peut-être un peu particulier parce que c'est le robinet numéro 2 dans la parcelle numéro 15, mais globalement, voilà, on va lui dire ouvrir robinet 2, parcelle 15, et derrière, l'interprétation va envoyer des commandes à l'électrovanne pour ouvrir le robinet. Donc, à partir du moment où on est capable de lire, d'envoyer un message, on est capable d'utiliser ce message pour déclencher des actions physiques derrière. Ok. Ensuite, Julie demande que faire si un équipement n'est pas accessible de l'extérieur de mon entreprise? Alors, je vais répondre aussi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Agora et la plupart des plateformes, les IoT, etc., sont des plateformes hébergées dans le nuage. Mais il peut toujours arriver qu'il y ait des équipements, pour des raisons techniques ou des raisons métiers, ne soient pas accessibles de l'extérieur. Dans ce cas-là, la solution qu'on propose, c'est de déployer un mode Edge dans lequel l'interface entre l'équipement qui n'est pas connectable de l'extérieur et la plateforme Agora sera traitée localement par un système sous Docker, hein, bon, sans rentrer trop dans la technique, mais l'ensemble des composantes d'Agora est dockerisable, donc c'est très facile à aller installer un système en mode Edge qui lui fera la passerelle sécurisée entre l'équipement non accessible et la plateforme en mode cloud. Alors, après, il peut y avoir des cas très particuliers dans lesquels on peut être amené à être installé en mode on-premise, mais là, je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'il y a quand même des conditions un peu particulières. Merci, Carrie. La question suivante de Benjamin, c'est quel est le modèle de vente des deux solutions et est-il possible de faire un déploiement pilote? Jean-François, je te laisse répondre à celle-là. Alors, bon, bah, c'est simple, hein. Enfin, c'est simple. Agora, l'utilisation de l'outil, c'est basé sur le nombre de connecteurs qui sont utilisés dans la plateforme. Donc, par exemple, vous connectez un capteur de température sur le réseau Orange, c'est un connecteur. Vous déployez 100 fois le même capteur, 1000 fois le même capteur, vous avez toujours un connecteur. Donc, si vous avez votre capteur de température sur Orange plus des informations qui viennent de la météo nationale, vous avez deux connecteurs. Et donc, vous avez un prix par connecteur qui n'est pas lié au nombre de capteurs physiques déployés. Pour FPT, on a une solution de service. Donc, en fonction du développement logiciel et de l'accompagnement que l'on va vous faire, on va avoir, vous allez payer des ressources humaines globalement. Hein, et après, ça va dépendre aussi de comment vous voulez déployer votre système. On a déployé des systèmes on-premise, on a déployé des systèmes chez des hébergeurs d'accès comme OVH, comme Amazon, etc. Donc là, après, il peut y avoir des coûts liés à l'hébergement des données, des services que l'on utilise chez ces gens-là. Donc globalement, il y a à la fois un coût, je dirais, de licence de la solution Agora qui dépend donc de votre système, puis un coût qui va être le nombre de personnes qui vont travailler pour faire tous les tableaux de bord, l'intégration, les analyses que vous voulez faire. Et après, est-ce qu'on peut faire un déploiement pilote? Évidemment, on peut faire un déploiement pilote. On serait heureux de faire des démonstrations et de vous aider dans vos déploiements et faire un essai avec nous. Ok. Merci Jean-François. Et la dernière question de Marie, c'est quels sont les freins en France, selon vous, au déploiement de projets similaires à celui de Jakarta que vous avez décrit? Pourquoi n'avons-nous pas plus de bâtiments connectés à des fins de sobriété? Ah, c'est une bonne question parce qu'elle n'est pas technique. En fait, c'est vraiment comment dire, différent d'un pays à un autre. C'est peut-être aussi lié au fait d'une volonté politique. Dans certains pays, l'adoption de la technologie est beaucoup plus rapide que dans d'autres.
Si on prend le cas d'Hanoï, par exemple, le Vietnam est malheureusement pour les Vietnamiens assez en retard en termes de pollution, de qualité de l'air, de qualité de l'eau, et les conséquences de santé publique sont très importantes. Et il y a une volonté de déploiement très importante je dirais, de récupérer cela. Si on prend par exemple le cas de l'Indonésie, l'Indonésie est malheureusement, avec l'huile de palme, et l'exploitation pétrolière, un des pays qui pollue le plus sur Terre. Le gouvernement indonésien a commencé il y a quelques années une politique, on va dire, de se verdir quelque part pour corriger tout ça. Et donc, il y a des choses qui sont finalement assez faciles et d'autres qui le sont beaucoup moins. Lutter contre la déforestation sauvage à Java ou à Bornéo pour que des paysans pauvres vendent de l'huile de palme, c'est quelque chose de très, très compliqué à faire. Par contre, déployer rapidement de l'IoT pour économiser de l'énergie dans les villes, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a des volontés qui sont il faut des moteurs quelque part pour déployer tout ça. Et dans certains pays, les moteurs qui sont peut-être plus importants ou plus rapides ou plus efficaces que les moteurs chimiques. Très bien. Ok. Parfait. Du coup, on a fini avec les questions. Merci beaucoup, Louisa. Merci aussi à Thierry et Jean-François. On a perdu Thierry, je pense, une petite perte de connexion Internet. Voilà, pour terminer ce webinaire, on vous remercie vraiment d'avoir participé et d'être avec nous. On espère que les 2 présentations auront été suffisamment claires pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Allez sur le site de FPT Software, allez sur le site d'Agora Software. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn. Voilà, donc vous avez plein de façons de nous contacter. N'hésitez surtout pas. En attendant, on vous souhaite une très très bonne journée et on vous dit à bientôt.